Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles sur la radio Chine internationale. À présent, votre magazine Zoom Eco. Bonsoir et bienvenue. Zoom cette semaine sur les programmes économiques des candidats à l'élection présidentielle au Sénégal. Avec notre invité Siré Sy, nous avons fait le point sur ce que nous proposent les 5 candidats à ce scrutin. Pour notre économiste, il manque aux candidats un débat de fond. Suivez votre émission Zoom Eco avec Fatoumata Bagaga. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, place à notre invité Siré Sy, économiste. Il est aussi le président du Xinjiang Africa Worldwide Group. Vous écoutez Zoom Eco sur Radio Chine Internationale, Sénégal. Bonsoir, monsieur Sy. Bonsoir. Alors, pour commencer, on va donc débuter avec le président sortant, Macky Sall. Aujourd'hui, sur le plan économique, comment vous voyez son programme? J'allais plutôt dire peut-être son bilan, même si j'ai un ami qui me disait que le bilan a pour vocation d'être clos et on passe à autre chose. Mais il m'a semblé à l'initiative que le président, comme il demande un second mandat, il ne voudrait pas aussi que le bilan soit clos. Donc, disons-nous, on pourrait parler des réalisations et des résultats de la mise en œuvre de sa politique phare qui est le plan Sénégal émergent. Maintenant, sur ça, on peut retenir 2 à 3 axes majeurs. Le premier axe majeur, c'est que c'est une politique économique qui est fondamentalement liée au social. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas un distinguo entre l'économie et le social. Et ça a été, à mon avis, une angle d'approche qui a été plus ou moins innovante. Parce que si dans l'approche traditionnelle, on pouvait dissocier l'économie du social, aujourd'hui, avec la complexité du monde et de l'interconnexion des enjeux, la dimension économique est fondamentalement imbriquée dans une dimension sociale, comme la dimension sociale a une forte connotation économique. Donc c'est ça qu'il faudrait peut-être retenir dans ça, dont notamment avec les bourses sociales, etc. Maintenant, globalement, on peut retenir que ce que le régime du président Macky Sall appelle l'économie, c'est essentiellement, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, c'est essentiellement ce qu'on appelle les infrastructures en réalité. Ce sont les infrastructures qui ont constitué le gros lot des politiques économiques du régime en place. Oui, sur le plan des infrastructures, beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a eu des reclassements, disons-nous, intéressants qui se sont opérés. Mais là où il y a véritablement des insuffisances, c'est par rapport à l'emploi, à la création d'emplois, j'allais même dire à l'employabilité des jeunes et la réduction du taux de chômage. Ensuite, il y a un autre critère qu'on faut apprécier la politique sur le plan économique du régime en place, c'est que quand ils avaient commencé à mettre en œuvre le plan Sénégal émergent, au bout de 2 ans, 3 ans, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de pans qui n'avaient pas été pris en charge par le plan Sénégal. C'est-à-dire que c'est les aspects à la fois de fracture des inégalités sociales, mais aussi c'est à la fois les aspects de mise à niveau entre les centres et les périphéries, à telle enseigne que globalement, on a eu des projets de raccordement par rapport à ce plan Sénégal émergent, dont les Promovilles, dont les programmes Piment, les bourses de sécurité familiale, même la couverture maladie universelle, qui en réalité est une assurance maladie. Donc, oui, il y a des bonnes choses, surtout en termes d'infrastructure, en termes de compréhension que le social est indissociable à l'économie, mais sur la création des emplois, sur l'emploi des jeunes, le gouvernement n'a pas eu des résultats vraiment satisfaisants. Donc, il est passé à côté dans ce domaine-là. Oui, parce que souvent, le gouvernement s'est un peu trompé sur les angles d'approche. Je ne cesse de le dire, parce que souvent, même les mécanismes comme l'ADER, délégation à l'entrepreneuriat rapide. Pratiquement, ça ne va pas impacter véritablement sur le sous-emploi et le chômage des jeunes. Parce qu'il y a 2 problèmes qui se posent avec les jeunes. C'est qu'ils n'ont pas d'expérience. Et que quelles que soient, moi, les études que j'ai eu à lire dans cette initiative, ça fait pratiquement plus d'une dizaine d'années, plus de 15 ans, où le Sénégal a pris l'option comme financement
pour régler la question de... Or, cette option-là n'a pas donné des résultats probants. Ça fait depuis 15 ans, il y a énormément de milliards qui ont été injectés. Et les entreprises qui en sont bénéficiaires, sur un bout de 5 ans, 10 ans, ne peuvent même pas vous faire un chiffre d'affaires de 100 millions. Pratiquement, c'est des entreprises, 2 ans, 3 ans, restent des très petites entreprises. Il n'y a pas une marge de progression. À mon avis, c'est la solution la plus facile que de mettre à disposition des financements. Maintenant, l'autre angle d'approche que le gouvernement n'a pas bien vu, pour moi, c'était ce qui était en milieu de carrière. Vous prenez par exemple, surtout ceux qui sont au niveau de la fonction publique. Vous prenez des gens qui ont entre 35 ans, 40 ans, 45 ans. Ils ont glané de l'expérience, mais ils ne veulent pas oser le risque du privé parce qu'ils courent derrière la dépense quotidienne comme moi. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas possible que, même si c'est dégressif, que le gouvernement propose à tous ceux... Je donne un exemple. Tous les fonctionnaires qui sont au niveau de la fonction publique et qui souhaiteraient aller créer des emplois, au moins sur 1 an, 2 ans, 3 ans, que leur salaire puisse leur être garanti pour qu'ils soient à la protection de la dépense quotidienne. En ce moment, ils pourront risquer pour aller faire le saut, créer des emplois et recruter des gens. Parce que si toujours on est dans cette approche-là de financer des jeunes qui n'ont aucune expérience, qui n'ont aucun savoir-faire pratique, aucune expérience, on ne sortira pas de ce cycle-là. Donc, le bout par lequel le gouvernement du Sénégal a pris la question de trouver un règlement à ce chômage-là n'est pas le bon bout, parce que depuis 15 ans, on est sur ce bout-là, et ce bout-là n'a pas donné des résultats probants. Et c'est moi peut-être là la déception que j'ai par rapport à cette campagne électorale, parce que tous les candidats ne nous ont pas dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont été dans les généralités sur la question économique. Mais ils ne nous ont pas dit comment on va le faire. Peut-être dans le fond, et comment on va le faire pour le réussir. Pratiquement, je suis resté sur ma faim. Donc, si on devait récapituler, on dira que sur le plan des infrastructures, des résultats probants ont été faits. Sur le plan de la compréhension que le social va de pair avec l'économie, il y a eu des résultats probants. Mais sur la question de la création des emplois et du chômage, véritablement, il n'y a pas eu beaucoup de succès, même s'il faut reconnaître qu'il y a eu un retour aussi au niveau des points positifs. Il y a ce qu'on appelle le retour de la croissance du PIB, qui est extrêmement important si nous voulons passer à l'émergence aussi. Est-ce que ce n'est pas ce qu'a compris Ousmane Sonko du PASTEF? Bon, Ousmane Sonko, ce que je retiens fondamentalement de son programme sur le plan économique. Avec surtout les jeunes, il y a un problème de chômage. Aujourd'hui, ils sont plus dirigés vers lui. Voilà, tout à fait. Mais c'est ça que je dis. Par exemple, que ce soit Ousmane Sonko, Macky Sall comme les autres, ils ont dit qu'ils vont donner des emplois aux jeunes. Mais ils n'ont pas dit comment ils vont les donner des emplois. Donc, ils n'ont pas expliqué, ils ne sont pas allés dans le fond des détails. Donc, ce qui fait que sur la question économique, tous les candidats ont été dans les généralités. Deuxièmement, j'ai entendu Sonko parler de l'impôt. Il a dit que lui, il propose, s'il est élu, il va baisser les impôts. Surtout l'impôt sur les sociétés, pour le ramener au taux d'Ablaye Wade, les 25%. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'à l'heure actuelle, le budget du Sénégal est essentiellement porté par les impôts. S'il dit Sonko qu'il va baisser le taux de l'impôt sur les sociétés, et il ne nous dit pas quel est l'autre levier économique qu'il va activer, on risque d'avoir des déficits budgétaires chroniques, surtout que lui, il a proposé qu'il va porter le budget à plus de 4 000 milliards. Mais que ce budget-là est essentiellement porté par la fiscalité, de manière globale. Maintenant, si lui, il diminue les taux de la fiscalité, sans pour autant nous dire d'autres niches de profitabilité économique où il va booster le budget à plus de 4 000 milliards, c'est pour ça que je dis qu'on est resté un peu sur des déclarations d'ordre général. Deuxièmement, aussi pour Sonko, je l'ai entendu dire, si je ne m'abuse pas, qu'il va sortir du franc CFA. Et ce serait suicidaire, et ça je l'ai dit depuis presque maintenant 10 ans, ce serait suicidaire pour un pays pris individuellement de quitter lui seul la zone, le franc CFA. Ce serait un suicide individuel. Quitter la zone CFA, c'est tous les pays qui vont accepter de le quitter ensemble. En ce moment, la France ne pourra pas les nuire sur le plan économique. Mais un seul pays qui prend le risque de quitter, il est à la portée de la France pour bousiller carrément son économie. Et l'exemple de la Guinée est là.
Donc ça, le retrait devrait être un retrait collectif. S'il y a un pays qui désiste, il faudrait peut-être reprendre langue avec ces pays-là jusqu'à ce que le projet de sortie, et moi je ne l'envisage même pas, c'est pas à nous de sortir de notre monnaie, c'est à la France de sortir de notre monnaie, parce que nous sommes dans notre monnaie. Maintenant, l'idée de faire sortir de la France de notre monnaie, ça devrait être vraiment une décision de tous les pays de l'espace UEMOA. En ce moment, les pays réunis, les 8 pays réunis, nous pourrons faire front à la France. Mais s'il y a un pays qui se démarque de cette initiative, et là, nous ne sommes pas à l'abri de ce que la France a eu à faire avec la Guinée. Et ça, il faut le retenir. Donc, surtout la question monétaire, il faut être très prudent sur ça, parce que il y a à la fois de l'idéologisme, mais aussi il y a à la fois des aspects purement économiques qu'il faut envisager avec lucidité aussi. Donc le leader du PASTEF devrait également passer par les préalables. Absolument. Donc les préalables, c'est un peu ce que j'ai voulu dire. Ça veut dire que si un pays, parmi les 8 pays de l'espace UEMOA, décidait à lui seul de sortir du franc CFA, la France a les possibilités de bousiller son économie. Et qu'aujourd'hui, cette décision-là devrait être une décision concertée et commune des 8 pays. Et en ce moment-là, que la France le veuille ou non, elle ne pourra pas saboter notre économie. Mais si un seul pays s'aventure à sortir de cette monnaie-là, vu les intérêts qui s'opposent avec la France a la capacité technique et tactique, stratégique, pour saboter son économie comme elle a saboté l'économie de la Guinée, qui depuis lors ne s'est pas encore relevée. Donc ça, c'est vraiment la dimension géopolitique, si je peux m'exprimer, parce que souvent, on pense que la question du franc CFA, c'est une question seulement économique, mais c'est à la fois aussi une question politique, et c'est même une question géostratégique, au sens que nous sommes dans un espace qui s'appelle UEMOA aussi. Dans son programme, il y a également des aspects qu'il faut saluer. Globalement, je salue par exemple quand il dit qu'on va revoir tous les contrats miniers. Oui, ça je suis parfaitement d'accord avec lui, parce qu'il m'a semblé au rendu qu'a eu à faire la presse, c'est pas si clair que ça, les contrats miniers. Même si du côté du gouvernement on se défend qu'on a joué dans la transparence. Mais bon, plus de transparence nous amènerait les uns et les autres à mieux y voir clair. Sur la question-là, oui. Sur la question, lui, dans son approche économique, je vois un peu ce qu'on appelle le volontarisme économique pour eux, et ça c'est extrêmement important. Pour eux, c'est possible, encore que il faudrait que nous y croyions et nous donner les moyens de les réaliser. Et je pense que c'est globalement une politique, Sonko, qui en appelle à une rupture au sens philosophique du terme, la rupture épistémologique. Maintenant, ce que j'ai pu retenir, c'est que sur ce que nous appelle Sonko, il y a eu une idée de ce qu'on pourrait appeler la révolution. Maintenant, la révolution, elle est de 2 ordres. La révolution peut être la révolution au sens marxiste-léniniste, ou même bolchevique du terme, et ça c'est de la violence. On se fait violence sur soi-même d'abord. On va aller vers des ruptures profondes et douloureuses. Douloureuses parce que profondes et profondes parce que douloureuses. Ou bien aussi l'autre type de révolution qui est un peu la révolution douce, où on essaie de consolider les acquis et puis au fur et à mesure, on essaie de changer ce qui devrait être changé. Maintenant, quand j'entends Sonko et je le lis, je vois qu'il est le candidat, lui, avec PUR, qui nous demande à faire une révolution, tandis que les autres nous demandent à continuer l'évolution. C'est un peu ce que je retends. Il prône le nationalisme économique, justement. Maintenant, le nationalisme économique, disons que est-ce qu'on peut prôner à l'heure actuelle du nationalisme économique? Parce que aujourd'hui, les économies sont tellement interconnectées, sont tellement interdépendantes. Il faudrait être une très grande puissance à l'image des États-Unis pour pouvoir faire ce qu'on appelle du protectionnisme. En réalité, ce qu'on appelle nationalisme n'est rien d'autre qu'un jeu subtil pour défendre son économie quand elle va mal et puis imposer son économie quand la conjoncture internationale est favorable. Maintenant, ça, il va falloir devenir une puissance économique pour pouvoir imposer ce que vous appelez du nationalisme économique, qui est chez nous ce qu'on appelle de la réelle économie, comme il y en a de la réelle politique, quoi. Donc, pour un pays sous-développé comme le nôtre,
pour un pays pour le moment assez dépendant aussi, et puis assez fragile sur les chocs exogènes. Je pense que ça va être extrêmement difficile de faire un repli nationaliste. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être extrêmement difficile. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de jouer sur les avantages de la globalisation et de savoir contenir un peu les contraintes de la mondialisation. Je pense que c'est les deux aspects. Il va falloir de plus en plus montrer une certaine agilité dans le cadre de la mise en œuvre et de la conceptualisation des politiques publiques à caractère économique et social. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez votre magazine Zoom Eco qui reçoit cette semaine Siré Si, il est économiste. On va, monsieur Si, à présent parler de Idrissa Seck, le leader de Rewmi. Et lui, il prône donc le Sénégal d'abord. Le Sénégal d'abord, comme qui dit Trump, qui nous dit America First. Donc il faut comprendre que pour Idi, c'est vraiment dans le style anglo-saxon, pour ne pas dire dans le style américain. Donc le Sénégal First, d'accord, mais n'oublions pas aussi que le Sénégal appartient à une zone économique où les grands indicateurs macroéconomiques sont déterminés par l'UEMOA. Et si nous sortons de la zone de l'UEMOA, nous appartenons aussi à une communauté qui s'appelle l'Union africaine, qui de plus en plus nous oblige à nous conformer d'une certaine manière. Donc globalement, il y a des petits cercles concentriques qui font que de plus en plus la marge de manœuvre des États a fortement diminué à profit d'autres types de facteurs, d'autres types d'acteurs qui sont intervenus, que ce soit des acteurs sous-régionaux comme des acteurs régionaux ou des acteurs internationaux. Et aujourd'hui, pratiquement tous les décideurs politiques ne peuvent pas concevoir et mettre en œuvre des politiques nationales sans pour autant prendre en charge la question du sous-régional, la question du régional et la question du global. Ça, c'est le premier facteur. Et quand on dit Sénégal First, comme l'aurait dit Trump, America First, ce n'est en rien d'autre qu'une forme d'agilité, voire même de subtilité économique, pour voir quels sont les atouts et vos avantages pour les consolider et les renforcer, et voir là où vous avez des points faibles pour essayer de les contourner. À mon avis, la seule manière positive que je vais comprendre le Sénégal First, c'est de pouvoir jouer sur les règles de concurrence ouverte et de marchés ouverts pour véritablement sortir son épingle du jeu par rapport à la mondialisation qui est finalement totalité et morcellement. Donc ça veut dire qu'il y a des aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs nous permettent de repenser le monde à partir de nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important si nous voulons avoir des politiques économiques qui restent profitables aussi à nos populations locales. Il a également longuement parlé des investisseurs étrangers. C'est pratiquement le même discours que tous les candidats. Ça veut dire qu'il a manqué ici, dans l'angle de l'économie, un discours innovant ou même de l'innovation. Tous les candidats ont été un peu dans les généralités. Ils ont dit ce qu'on connaissait déjà, que l'agriculture est plus ou moins mal à point, même si elle se relève petit à petit, qu'il faut passer par l'industrialisation. Aucun pays ne s'est développé sans avoir passé l'étape de l'industrialisation. Disons Sonko qui le dit, ça c'est pas nouveau. Tout le monde sait que maintenant, où commencer par l'industrialisation? That is the question. Les autres vous diront que le tourisme ne va pas bien. Ça, tout le monde le connaît depuis. La pêche ne va pas bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Et c'est sur ces questions concrètes, comme on aurait dit à Abidjan, sur cette vérité vraie, véritablement, les candidats n'ont pas beaucoup disserté. Ceci étant dit, ce qu'on peut aussi retenir du candidat Idrissa Seck, dans son offre de gouvernance économique, dans son programme, c'est l'idée que le maire de Sokone a proposé et qui a été la conditionnalité pour s'allier avec Idrissa Seck. Ça veut dire une commune, 1 milliard. Voilà, une commune, 1 milliard. C'est bien dans le principe, mais toutes les communes ne sont pas à égal enjeu. Par exemple, il y a des communes où vous y injectez 1 milliard, forcément vous transformez carrément
la commune, mais il y a d'autres communes où même si vous injectez 1 milliard, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Hein. Donc, je pense que cette formule, dans le principe, c'est bien, mais il faudrait peut-être dire que chaque commune, avec un budget dédié, quoi, qui fait que, voilà, parce que par exemple, si vous prenez Touba, vous mettez 1 milliard ne peut même pas régler le problème d'assainissement d'un quartier de Touba, à plus forte raison de Touba. Mais par contre, vous prenez chez moi à Niamsiwol, vous injectez 1 milliard là-bas, vous pouvez transformer carrément la commune à coup sûr, hein, aussi bien en termes d'investissement, en termes d'infrastructure. Donc c'est vraiment... Mais quand même, c'est une idée géniale parce que ça nous permet de toujours dire que le Sénégal n'est pas seulement le centre, mais aussi les périphéries comptent. Et c'est extrêmement important. Il parlait également d'un problème lié à l'électricité. Il propose les énergies renouvelables. Mais sur ça, vraiment, le président Macky Sall est en train de faire des pas de géant. Ça, c'est pas de la nouveauté. À l'époque, Wade l'avait théorisé. Macky l'a réalisé. Aujourd'hui, on va vers une mix énergétique. Si cette tendance qu'on a constatée se confirme dans les 5 prochaines années, ça veut dire qu'on sera vraiment excédentaire en termes de fourniture d'électricité. Vous savez, aujourd'hui, même s'il y a quelquefois des coupures, le Sénégal exporte de l'électricité vers les pays limitrophes. Vers les années 2012, il y avait des sérieux problèmes par rapport à la fourniture de l'électricité. Mais il m'a semblé qu'avec l'avènement de Mohamedou Cissé, là, le DG de Sénélec, il y a eu véritablement des réponses, des ripostes, j'allais dire, pour emprunter le jargon médical, des ripostes appropriées qui ont été données au secteur de l'électricité et que globalement, pratiquement, les coupures d'électricité au Sénégal, ce n'est plus la règle, c'est devenu des exceptions et que le Sénégal peut même se permettre d'exporter et de vendre de l'énergie sans compter. Il y a eu des centrales solaires qui ont été développées. Donc, s'il vient, il va peut-être parachever ou continuer l'œuvre, mais ce n'est pas une nouveauté en soi, parce que résolument avec Macky, s'il y a quelque chose à retenir sur le plan de l'énergie, dans ces résultats, le solaire y occupe aussi une place extrêmement importante. Il y a des aspects positifs. Ah oui, non, c'est plus que positif. D'ailleurs, plus qu'on avance avec le solaire, on se rend compte pourquoi on ne l'avait pas fait depuis longtemps. Oui, parce que voilà, donc le Sénégal, je ne parlais même pas du Sénégal, l'Afrique, c'est un pays très ensoleillé. Donc, même dans les pays du grand froid, en Allemagne, etc., les gens profitent des 3 mois de soleil qu'ils ont pour produire de l'énergie. À plus haute raison, nous qui en avons pratiquement 9 mois. Donc, l'avenir de nos pays et de nos économies pour les supporter, c'est véritable. Même au niveau de l'éclairage public. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le projet n'est pas encore arrivé à son terme, mais toutes les communes, tout le Sénégal devrait être éclairé par l'éclairage public solaire qui est pratiquement à des coûts extrêmement faibles, ce qui fait que l'énergie électrique fournie par Sénélec vont être réservées à ce qu'on appelle la production et l'industrialisation, ça veut dire que voilà, à l'économie. Mais aujourd'hui, dans le business model, moi je ne vois plus Sénélec fournir de l'éclairage public. Aujourd'hui, c'est des centrales solaires qui devraient fournir l'éclairage public pour plus de sécurité, mais aussi voilà, plus de meilleures conditions de vie de nos populations et que la production de Sénélec soit entièrement dédiée à l'économie, à la transformation et à l'industrie. On va à présent parler de Madi Kenya, le réformateur. Voilà, tout à fait. Lui, vraiment, le concept de son programme, Jàmm Xéwal. Moi, si je devais vraiment donner une notation, c'est vraiment Madi qui allait avoir 10 sur 10. Parce que j'ai trouvé son concept très accrocheur. Il dit que son programme c'est Jàmm Xéwal. Tout part de Jàmm Xéwal. Vous savez, la campagne électorale, faire de la campagne électorale, c'est à la fois faire de la prose et faire de la poésie. À mon avis, tous les autres candidats, ils sont dans la prose, en ce sens qu'ils sont dans la déclamation de leur programme. Pour Madické, moi j'ai été très surpris parce que beaucoup le prennent pour un candidat de la dernière minute, de la dernière heure. Mais quand vous lisez le programme de Madické et vous lisez les autres programmes, c'est un programme balèze. Hein? Moi je vois beaucoup de similitudes entre le programme de Madické et les autres candidats. Hein. Par exemple, il a des similitudes avec Sonko. Quant à la renégociation des contrats, avec le programme de Idi, il va mettre l'accent sur l'agriculture.
avec le programme de Macky qui va parler de l'industrialisation et les infrastructures, pratiquement Madické reprend tous ces aspects-là dans son programme. Donc, effectivement, eux tous, ils ont fait un bon diagnostic de la situation. Maintenant, après le diagnostic, il faut prescrire les médicaments. Et c'est là où pratiquement beaucoup ne sont pas allés très au fond pour prescrire le médicament auquel notre économie, qui pourrait être le remède de notre économie. Il veut réduire le train de vie de l'État, supprimer comme la CCT, supprimer également le Conseil économique et social. Est-ce que c'est une solution? Bon, en tout cas, Macky Sall l'avait dit, hein, quand il est venu. On a vu très bien. Je ne sais pas s'il y a des contraintes d'autres politico-politiques qui le font maintenir. Mais bon, comme disait l'autre, les promesses restent toujours les promesses. Et peut-être ça n'engage que ceux qui ont la naïveté de le croire. Hein. Parce qu'actuellement, comme les gens sont dans une perspective de conquête du pouvoir politique, ils vont même vous promettre la lune. D'accord, donc... mais l'histoire retiendra qu'il y a eu des candidats qui, une fois qu'ils ont voulu gagner des élections, avaient promis des choses en ce sens. Mais une fois au pouvoir, avaient fait, disons, plus que ce qu'ils ont trouvé. Maintenant, moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a des contraintes internes au système, à telle enseigne que quand vous êtes de l'extérieur, vous ne le voyez pas et qu'il vous impose sa logique une fois à l'interne? Moi, je n'en sais pas trop, mais bon... réduire le train de vie de l'État, etc., c'est bien. Supprimer des institutions, c'est bien. Mais encore faudrait-il peut-être les évaluer déjà. Ceux qui sont déjà là, les évaluer pour voir quel a été leur impact avant de procéder à leur suppression. Parce que souvent, on supprime quelque chose pour en créer un autre. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas toujours sorti de la logique. Pour moi, la meilleure démarche aurait été de marquer un break pour évaluer déjà quel a été leur impact, quels a été les résultats. C'est à l'issue de ces résultats-là qu'on pourra se dire une idée claire si on les supprime ou bien on les réoriente vers d'autres objectifs et voilà, d'autres missions, quoi. On termine avec El Hadj Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Apparemment, son programme rejoint un peu celui de Idrissa Seck, le Sénégal d'abord. Ah, tout à fait. Donc, pratiquement, il n'y a pas une originalité parmi ces 5 candidats sur le plan de leur programme politique. Quand vous lisez le programme d'un candidat, vous avez comme l'impression, vous avez lu tous les candidats. C'est un peu comme la presse sénégalaise. Hein. Quand vous lisez un titre, vous avez pratiquement lu tous les titres. En ce sens que c'est la même information. Et puis, pour l'essentiel, ils sont dans les généralités. Peut-être que... Et c'est là où... je suis un peu resté sur ma faim par rapport aux candidats. Il y a également le secteur privé national. El Hadj Sall met beaucoup l'accent sur ce domaine-là. Oui, mais il faut faire attention au Sénégal. Hein. Bon, est-ce qu'on a un secteur national aussi? C'est ça. Parce que pour l'essentiel, notre économie est dominée par les entreprises étrangères. Ça, c'est un fait, dont notamment la France, qui contrôle à près de 75% de notre économie, surtout sur la présence des entreprises. Maintenant, au Sénégal, il n'y a pas un secteur privé national. Fort. Il n'est même pas existant pour être fort. Tu sais, pour être fort, il faut d'abord peser sur la balance. Donc, on n'a pas un secteur privé national. On a un secteur des privés qui, pour l'essentiel, est dominé par les capitaux étrangers. Deuxièmement, moi, je me méfie beaucoup de ce secteur privé sénégalais qui n'aime pas beaucoup le risque. Il y en a qui sont des vrais capitaines d'industrie, mais c'est très peu. L'essentiel des identités les plus remarquables, les plus visibles, qui se proclament et qui occupent l'espace pour défendre les intérêts de ce secteur privé national, n'ont pratiquement aucune entreprise qui pèse. Ça, il y a un certain nombre de contradictions dans le secteur privé sénégalais. C'est ce qui crée le plus de la richesse, ne font partie dans aucun patronat. Les moins qui créent de richesses sont les identités les plus visibles. Deuxièmement, ceux qui sont appelés à défendre les intérêts du privé national siègent dans les conseils d'administration des multinationales. Donc il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler un conflit d'intérêts entre l'intérêt général et l'intérêt du directeur général, je dis souvent. Troisièmement aussi, il y a une sorte de facilité pour la majeure partie de ce secteur privé national sénégalais, en ce sens que
au lieu de prendre des risques pour aller investir, créer des emplois, ils ne prennent pas des risques. Ils vont aller dans l'immobilier où c'est la rente. Ils vont aller vers des investissements de sous-traitants. La majeure partie, ils sont vraiment dans le bout de l'investissement facile qui est plus ou moins la promotion immobilière où on est assis. Pratiquement, c'est même pas de la création d'emplois. Donc, je pense qu'avec l'initiative de la CISLA, si je pense, le club des investisseurs sénégalais, encore qu'il faut les voir aussi à l'épreuve pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, aussi bien CNP, Conseil national des patronats ou l'autre aussi, je sais pas, CNE comme le MEDES, pour moi, ils sont les freins, les véritables freins de l'économie nationale sénégalaise. Le mot de la fin? Le mot de la fin, bon, vous remercier. Ensuite, peut-être que dire que globalement, pour la campagne électorale, sur le plan économique, tous les candidats ont été dans les généralités. Ils ont dit ce que nous savions déjà. Ils ont dit les problèmes auxquels nous sommes confrontés, notre économie est confrontée. Mais aucun des candidats ne nous a dit dans le détail comment on va trouver une solution. Ça, c'est le premier critère que j'ai vu. Deuxième critère, que pour le président Macky Sall, globalement, s'il y a une idée à retenir sur ces 5 ans-là, c'est qu'il y a une volonté sur le plan des infrastructures quand même. Il y a eu, comme qui dirait, un parachèvement de l'œuvre de Maître Abdoulaye Wade sur le plan des infrastructures et que peut-être que il ne nous a pas dit, lui, Macky Sall, s'il aurait un second mandat, quels seront les temps forts sur le plan économique de son mandat. Et je retiens que pour le premier exercice, l'agriculture a été un temps fort, le retour de la croissance macroéconomique a été un temps fort, le parachèvement des infrastructures, et quand je parle des infrastructures, je mets les plateformes, la nouvelle ville Diamniadio, ça a été des infrastructures. Maintenant, il ne nous a pas dit quel serait le next step, quoi. Ça, pour le moment, je ne l'ai pas senti dans son discours. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous remercier. Je rappelle, mesdames et messieurs, que notre invité cette semaine était l'économiste Siré Sy. Merci de nous avoir suivis. RCI Dakar.